bonsoir tout le monde, bienvenue dans On se dit tout sur 4 désormais, voilà vous êtes déjà habitués, j'en suis sûr. C'est la deuxième numéro, deuxième rendez-vous de cette saison et Pascal Crooks est bien entendu de la partie. Avec grand plaisir Stéphane, comme d'habitude. Bonne soirée à tout le monde. Ça va de ton côté ? Tout va bien, on a eu des bons matchs chez les jeunes en équipe nationale, donc on a profité pour un peu scouter tous ces gamins. Il y a du potentiel, c'est bien. C'est bon pour les prochaines compétitions dans les années à venir. Pascal, l'invité d'aujourd'hui est un invité de ta génération, donc fatalement tu le connais sans doute très bien, mieux que moi encore. C'est mon dernier grand chef, je vais dire, dans un club, parce qu'on a travaillé ensemble. J'ai eu le plaisir de travailler sous ses ordres au Standard pendant 2 ans. Ne déballe pas tout, je vais te redonner la parole pour nous le présenter. La surprise. Mais je voulais juste ajouter pour les personnes qui nous regardent qu'il a le cœur sang et marine, mais il a aussi des liens avec les Rouches. Voilà, c'est un vrai liégeois, même s'il est warémien d'origine. C'est Jean-François de Sarre. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien, Jean-François ? Ça va très bien, merci bien. Voilà Pascal, voilà, maintenant tu peux nous en dire plus sur Jean-François de Sarre. Qu'est-ce qu'il évoque pour toi ? C'est pour moi le plus grand directeur sportif que le Standard a connu sur les dernières années, puisqu'on avait quand même fait des très très bons résultats, tant en équipe première que chez les jeunes à l'époque. Et je pense quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regrettent un petit peu quelque part. J'ai entendu plusieurs fois son nom revenir, du temps de Jean-François. C'est comme ci, comme ça. Et je pense que c'est vrai qu'il a marqué l'histoire du football liégeois. Ben oui, de 2011 à 2014, directeur sportif. Et notamment, à ce moment-là, le Standard termine 2 fois vice-champion. Avec M. Lujon comme entraîneur, absolument. Gagne la coupe avec Domenico Donofrio. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure dans cette émission qui démarre maintenant avec la première partie. La défense, Jean-François, ça en tant que joueur, ça vous connaît. Ici, on en profite pour regarder un peu en arrière, et peut-être même très loin en arrière, au tout début. Votre intérêt pour le foot, c'est venu comment ? Ça a été transmis par quelqu'un ou... C'était dans la famille. Mon papa était secrétaire des jeunes au football club liégeois. Et donc, dès le plus jeune âge, j'ai été baigné dans le milieu du football. Et avant d'être secrétaire, il était délégué des UEFA à l'époque, donc les moins de 18 ans. Mm-hmm. Et donc, c'était déjà un championnat national. Et donc, j'accompagnais mon papa dans le car avec les joueurs tous les dimanches matins. Et donc, voilà, ça a été mon début dans le milieu du football. Et puis, la suite a suivi tout logiquement. Je me suis inscrit au football club liégeois. Junior du football club liégeois. Oui, voilà, donc j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Et donc, j'ai fait toute la filière au football club liégeois jusqu'en équipe première. Équipe première, là, vous débutez en équipe première en 82. Et je vais dire, vous connaissez un peu les belles années liégeoises, puisque les 10 années qui vont succéder derrière vont quand même être assez remarquables dans le parcours de l'équipe première du club. Oui, tout à fait. En fait, le club a eu des problèmes financiers. C'est pas nouveau, on remarque aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, il n'y avait qu'une solution, c'était faire jouer les jeunes. Et donc, avec plusieurs jeunes, on a eu la chance de débuter en équipe première. Et avec l'apport d'Edem Schlivo, qui nous a bien aidé les premières années à nous maintenir. Joueur, l'international yougoslave. Oui. Et donc, grâce à lui, on a pu se maintenir en première division. Et puis, ça a été le début. Robert Roissège est arrivé. Et donc, on a pas cessé de progresser d'année en année pour se retrouver en Coupe d'Europe et vivre on peut dire les plus belles années du football liégeois. Et on a d'ailleurs une image que vous connaissez, j'en suis sûr, de Coupe d'Europe et du RFC Liège et qui vous concerne particulièrement. C'est le 31 octobre 1989. Ça vous dit quelque chose ? J'imagine, oui. Regardons ce joli but qui va arriver tout de suite. Un but, donc le RFC Liège était en 8e de finale contre Hibernians et voilà ce que vous sortez. Une frappe lointaine, je me rappelle de ça. Ouais. Et vous qualifiez donc le club, on est dans les prolongations, victoire 1-0 au stade Vélodrome qu'on reconnaît bien. Qu'est-ce qui vous a pris de frapper de si loin ? On a un stade défenseur.
Non, ben voilà, il faut un peu de chance. Et effectivement, si j'avais marqué ce but-là alors qu'on était battu 5-0, personne n'en parlerait. Voilà, aujourd'hui, c'était les prolongations, 0-0, c'est le but de la qualification. Donc voilà, un grand événement pour le club. Et effectivement, marquer un but pareil, voilà, ça reste dans la mémoire. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on m'en parle encore, quoi. Donc, Ben oui, voilà. Toute cette génération a fait vibrer tout le football liégeois à l'époque. Moi, j'allais voir les matchs de Coupe UEFA. Là, on a joué Juventus, Benfica, à Recourt, c'était fantastique. Et toute cette génération de jeunes joueurs ont été pratiquement tous une carrière incroyable. Quand une équipe tourne bien, évidemment, les résultats sont bons. Hein. Il y a quand même 2 podiums dans ces années-là en championnat pour le RFC Liège. Et pour les joueurs qui sont les plus en vue, comme Jean-François Dessart, on a des sélections aussi nationales. Vous intégrez les Diables Rouges, 3 sélections. Mais vous participez quand même à une Coupe du Monde, vous faites partie de la sélection pour la Coupe du Monde 1990, dont on voit ici la photo, avec des joueurs, des sacrés joueurs, hein, Michel Prudhomme notamment. Une des belles Coupes du Monde de notre équipe. La Coupe du Monde en Italie, qui s'est terminée cruellement, une des pages les plus cruelles du foot belge. Voilà, on va le revivre ici, contre l'Angleterre en 8e de finale. Et ce but assassin de David Platt suite à un coup franc. Comment est-ce que vous l'avez vécu, ce tournoi et cette élimination ? Le tournoi lui-même, c'est une expérience évidemment incroyable. C'est le plus beau tournoi auquel on peut participer. Donc le fait d'y être, ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Maintenant, ce but-là, après dans le vestiaire, c'était vraiment la désolation totale. Tout le monde était super déçu. Il n'y a personne qui comprenait. Enfin, si on comprenait qu'on était éliminé, mais ça a été vraiment une super déception. Et après, c'est le sport, le football, et la vie continue, quoi. Mais pour revenir à cet événement-là, oui, ça reste mon plus beau souvenir sportivement, quoi. Vraiment le tout haut niveau. On n'a pas 1000 Liégeois qui ont participé à une Coupe du Monde, hein, Stéphane. Donc ça reste un privilège de participer à de tels événements, c'est clair. Voilà, alors on continue d'aller assez vite, évidemment, pour pouvoir parler d'un maximum de choses. Oui. J'aimerais bien parler déjà de votre reconversion. Je suis rentré à la fédération, d'abord comme scout, puis adjoint des U14 et puis adjoint des U18 avec Ariel Jacobs. Et puis on arrive à un grand moment. L'épopée. Votre époque à la tête de la sélection Espoir, hein, quand même, pendant pratiquement 10 ans. Si je regarde ma fiche, vous voyez, même un peu plus. Et avec un moment fort qui reste les JO de Pékin en 2008, où la Belgique, pour rappel, atteint les demi-finales, perd la petite finale, mais ça reste quand même un exploit phénoménal pour la Belgique. C'est un tournant pour le football belge, cette épopée. Oui, maintenant, les JO, ce n'est, je ne vais pas dire que la fin de l'histoire avec les U21, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on faisait de très bons résultats, qu'on s'était qualifié pour les championnats d'Europe, et donc pour aller aux JO, il fallait terminer dans les 4 premiers du championnat d'Europe. Donc on voit juste les images du quart de finale contre l'Italie, une rencontre rocambolesque. Hein. Oui, 10 contre 11, la Belgique émerge. Oui, menée 0-1. Oui, non, ça reste un match formidable et je pense à un très bon souvenir pour tous ceux qui y étaient. Vous êtes d'accord pour dire que ce sont les débuts un peu de ce qu'on a appelé la génération dorée des Diables Rouges ? Oui, le process s'est créé là-bas, mais je voulais dire, c'était aussi en 2007, il y a eu les championnats d'Europe aux Pays-Bas, et donc on a dû attaquer la demi-finale et se qualifier pour les JO. Donc, je veux dire, ce process avait déjà commencé avant 2008. Je veux dire, depuis 2005, certains joueurs étaient déjà là. Et donc, oui, effectivement, ils ont grandi avec l'équipe. Et je pense que ça a donné... Moussa Dembélé, hein. Oui. Plusieurs ont joué d'ailleurs à la Coupe du Monde 2018. 5 d'entre eux. Vincent Kompany était là aussi, en 2008. Et c'est l'année où il était transféré de Hambourg à Manchester City, d'ailleurs. Alors, il y a aussi le standard dans votre vie, évidemment, de coach. En 2010, vous devenez adjoint de Dominique Donofrio, hein, oui, c'est bien ça. Oui. Une belle saison, là, quand même, hein, derrière les 2 titres. Oui, si Dominique est devenu entraîneur, c'est qu'il y avait un problème dans l'équipe, puisque je pense que c'est Bologna qui, après le succès, le titre, le début de saison ne répondait pas aux attentes, et donc Dominique
est passé de l'académie comme entraîneur principal et j'ai été incorporé dans son staff. Donc on a fait une belle campagne en Coupe d'Europe. Je pense qu'on avait joué à Hambourg aussi en quart de finale. On avait gagné en huitième et puis contre Salzbourg si je ne m'abuse. Et puis est-ce qu'il n'y avait pas le Panathinaikos aussi ou Panathinaikos, je ne sais plus, mais bon, voilà, j'ai la mémoire qui flanche un peu. Mais bon, voilà, on avait fait un beau parcours en Coupe d'Europe et en championnat, on avait remonté, bien terminé la saison, quoi. Et puis après, vous continuez à rester au sein de cette équipe du Standard, mais en tant que directeur sportif de ce club, directeur sportif, on ne va pas pouvoir tout aborder. On va terminer cette première partie avec une photo assez insolite qui dévoile une autre de vos fonctions, commentateur aux côtés de mon collègue Alain Wagner, qu'on salue d'ailleurs. C'était au RFC Liège. Et je vois des fûts de bière en dessous de vous. On est toujours installés de la même manière. Les fûts de bière n'étaient pas reliés. Hein. N'étaient pas reliés, non. C'était pas... oui. C'était pour après le match au cas où s'il y avait monté. Mais malheureusement, c'est une défaite du RFC Liège. Mais ça vous plaît de commenter des matchs ? C'était occasionnel, hein, donc je ne le fais plus aujourd'hui. Mais voilà, c'est toujours des moments agréables, évidemment. Eh bien, merci Jean-François déjà pour cette première partie. Merci aussi Pascal. On continue, on monte dans le jeu. Le milieu de terrain, on va parler d'aujourd'hui, Jean-François. Et aujourd'hui, au niveau du foot, pour vous, vous avez intégré dernièrement, ça c'est vraiment la dernière actu, le CA, le conseil d'administration de l'ACFF, la Fédération francophone de football. Voilà, avec quelle envie, quelle volonté, comment ça s'est fait ? En fait, il y a une restructuration de la fédération et de la CFF avec une diminution importante du conseil d'administration. Ils sont passés de 24 membres élus à 10 membres élus, mais avec la particularité d'y adjoindre 2 experts indépendants. Et donc, j'avais postulé pour être expert indépendant et parce que j'avais envie de continuer à m'investir dans le football. Et c'était une façon intéressante à mes yeux de le faire. Et donc, j'ai intégré depuis 2 mois le conseil d'administration de la CFF. C'était l'idée de Daniel Bocard d'intégrer des indépendants dans le CA. Ce sont souvent des personnes qui sont désignées. Je rappelle que tu es toujours coordinateur pour tout la à fait, CFF mais à Liège. Ici, le CA, c'est plutôt les clubs qui désignent des membres de leur province. Donc, ce sont des personnes qui sont passionnées, mais qui ne sont pas nécessairement des acteurs de terrain comme Jean-François peut l'être. Ce sont des CQ, des responsables de clubs, etc. Et là, l'idée de Daniel, c'était d'enrichir un peu le CA dans les décisions sportives ou extrasportives avec des genres d'expérience comme Jean-François peut le faire. C'est une très bonne idée. Ben oui. Est-ce que du côté de recours, vous avez toujours des liens, mais est-ce que vous êtes toujours conseiller aussi Donc là, je faisais partie aussi du conseil d'administration du Football Club liégeois, mais l'année passée, lorsque les Américains ont repris le club, tout le CA a dû démissionner. Et donc aujourd'hui, je ne fais plus partie du CA et j'ai plus vraiment de contact avec les personnes du Football Club liégeois. Le foot, pour vous, Jean-François, aujourd'hui, c'est aussi à travers vos enfants. 2 garçons footballeurs professionnels. Alexis, qui joue donc au RWDM en Challenger Pro League. Et puis Julien, qui, lui, est à Al Rayyan au Qatar depuis pas très longtemps. Et je vous propose d'écouter un des 2. On a contacté l'aîné et il nous a parlé de son papa et de son papa à travers le foot. Vous allez voir, c'est intéressant. Forcément, je veux dire, c'est entre guillemets l'intelligence de jeu. Je pense qu'en étant libéraux, il était beaucoup dans l'anticipation, dans la lecture du jeu et je pense que c'était un de ses points forts. Donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui au haut niveau est nécessaire aussi et donc j'ai bien fait de m'en inspirer. Il ne nous a jamais forcé à faire du foot, il ne nous a jamais forcé à rejoindre le Standard, on ne nous a jamais forcé à aller au foot. Ça a toujours été naturel chez mon frère et chez moi. Donc, mais forcément, quand on a un papa qui vient du milieu du foot, qui parle foot H24, forcément, ça nous influence un petit peu. Et donc, on est tombé dedans quand on était petit, on va dire, dans ce monde-là. Et voilà, ça a été plutôt de façon naturelle que ça s'est fait. Puis c'était un peu le rôle pas du méchant, peut-être embêtant, mais qui, quand on grandit, devient une arme au final.
suis aujourd'hui rarement satisfait de moi-même, rarement satisfait de mes prestations. Et je pense que ça vient un peu de lui, parce que lui, même après un bon match, pointait les quelques petites choses à améliorer. Et donc, voilà, ça a vraiment été, je pense, sa plus grande influence dans ma carrière. C'est de toujours vouloir faire mieux et toujours vouloir progresser, peu importe l'âge et le niveau au final. C'est extraordinaire. Allez, moi, ça reste un des plus beaux moments de ma carrière. Je me rappelle quand je gagne et que je vais vers mon papa, je vois l'émotion dans ses yeux. Et donc, au final, ça, c'est la plus belle chose que je peux lui rendre par rapport à tous les sacrifices qu'ils ont fait sur ma maman et mon papa pour moi pendant toute ma carrière, pendant ma jeunesse. Oui, la Coupe de Belgique chez les Deux Sars, c'est quand même une histoire exceptionnelle, hein. Vous l'avez gagnée en 90 avec le RFC Liège, Alexis l'a gagnée avec l'Antwerp en 2020 et Julien donc avec la Gantoise en 2022. Ça représente quoi pour vous ces grands moments? Oui, c'est bien, c'est bien. Bon, c'est un peu le hasard, mais effectivement, c'est bien qu'on ait pu tous les trois connaître ce bonheur, parce que voilà, ça reste quand même des bons moments dans une carrière. Gagner un trophée sur un match, c'est une émotion maximum, quoi. L'éducation fait partie de la famille de Sarr et on entend dans les propos de Julien Très raisonné, une certaine forme de modestie, alors que pour moi, ça a été un des meilleurs joueurs du championnat de Belgique ici ces dernières années. Il méritait sans doute une sélection pour partir au Qatar, ici récemment, ou peut-être au championnat d'Europe, mais on ne refera pas l'histoire, comme on dit. Mais bon, voilà, c'est un joueur créatif, intelligent, qui manque parfois en équipe nationale aussi. Donc, le fait de gagner des titres, comme le match était, à ce match-là d'ailleurs, à Gantoise ou Wesel, ça c'était une émotion que moi j'ai partagée à travers le résultat de Gand, qui méritait 100 fois la victoire. Donc, c'est des moments d'exception pour un papa. C'est ça, c'est génial. Qui a été lui-même joueur professionnel. Ouais. J'imagine bien. Écoutez, Julien, il est quand même bavard. Alors, on lui a laissé encore un peu de place dans cette émission. On lui a demandé s'il avait un petit message pour vous, Jean-François. Je voulais juste lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi pendant ma carrière, pendant ma jeunesse, le sacrifice qu'ils ont fait avec ma maman pour qu'on puisse aujourd'hui vivre de notre passion. Et voilà, lui dire merci de son exigence, parce que c'est peut-être pas toujours le rôle le plus facile, mais aujourd'hui, c'est clairement une qualité que je ne voudrais, que je voulais pas rater. Et que, voilà. Donc, merci à lui pour tous les moments et surtout pour son exigence de tous les jours. Voilà, beau message. Le papa est touché, évidemment, mais est-ce que papa de footballeur pro, c'est votre poste, le meilleur poste de votre carrière, si je puis dire? Difficile à répondre. Maintenant, effectivement, ça me permet, moi, de rester dans le foot et de le vivre pratiquement au quotidien. Donc, ça a assouvi un petit peu ma passion, je vais dire. Donc, oui, c'est agréable. Maintenant, voilà, je le partage aussi avec mon épouse. On les a suivis partout, même quand ils étaient jeunes. Et mon épouse était tout le temps avec aussi. Donc, bien sûr, il y a le talent, il y a le travail au quotidien du joueur, du jeune joueur, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour de lui, qui doit être cohérent et lucide. Et donc, voilà, c'est plutôt un atout qu'un désavantage, objectivement. Quand on a quelqu'un qui sait mettre les paramètres, évidemment, il ne faut pas non, parce qu'il y a parfois des papas un peu trop exigeants aussi. Donc, mais quand on le fait de manière raisonnable, oui, voilà, c'est un atout, vraiment. Alors Jean-François, à côté du foot, peut-être que des personnes ne le savent pas encore, vous avez un autre métier. Vous êtes gérant d'une banque, vous avez été banquier au préalable. Comment c'est venu et est-ce qu'il y a des liens entre le foot et le secteur bancaire? En fait, bon, quand j'étais jeune, j'ai joué aussi, mais j'ai continué des études universitaires ici à l'Université de Liège, donc j'ai fait une licence en sciences économiques, donc ça m'orientait un petit peu vers le secteur économique, je vais dire. Oui. Et puis en 89, mon frère avait une agence, était sous-agent d'une banque.
Il a été engagé dans une compagnie d'assurance et on lui a dit, écoute, tu ne peux plus avoir ce bureau bancaire. Et donc, moi, je venais de sortir de l'école, donc j'ai dit, bah, écoute, je vais toujours le reprendre plutôt que de le laisser là. Ça me servira toujours bien un jour, on ne sait jamais, après ma carrière. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le secteur bancaire et j'ai toujours gardé cette activité tout en étant joueur aussi, quoi. Je vous propose un petit questionnaire, le questionnaire du banquier. Hein, voilà. Bonne idée, Stéphane. Bah, écoute, C'est une première. on s'adapte à l'invité. C'est vrai. Jean-François, quel serait le meilleur placement pour un joueur belge que tu pourrais faire? Fofana. Fofana, oui. Walid Fofana. Celui de l'Olympique Lyonnais. Oui, qui était à Gand et voilà. Et qui aussi. vient d'intégrer les Diables Rouges. Un garçon, voilà, avec la tête bien sur les épaules, bien encadré, une famille aussi proche de lui. Ils sont là à tous les matchs, papa, maman, et des gens sérieux. Et, voilà, papa était ancien joueur aussi, donc il sait de quoi ça retourne. Alors, si vous étiez prêt à dépenser quelques billets pour aller voir un match d'un club européen, ce serait quel club? Moi, à mon avis, ce sera en Angleterre. Moi, je dirais Arsenal. Arsenal, les Gunners, Ouais. c'est un club que vous suivez depuis un moment? Bon, c'est pas spécialement, mais voilà, une belle histoire, Arsène Wenger, et voilà, une philosophie de jeu intéressante. Donc. Si tu devais prêter de l'argent à un club, à quel club tu le confierais? Un club belge. Un club belge. Aucun. Aucun. C'est trop dangereux. Ouais, non, c'est pas pour moi. Dans quelle équipe conseillez-vous d'investir pour décrocher la Ligue des Champions cette saison? Une formule un peu particulière, hein, donc même si sur la fin, ça redevient du classique. Moi, je Manchester City. Ben voilà, pour ces confidences et ce petit questionnaire qui se termine ici, on monte encore dans le jeu pour l'attaque. Dans cette troisième partie de l'émission, Jean-François, on aime bien parler un peu de l'actu du haut niveau. Et dernièrement, les Diables Rouges se sont rassemblés. 2 matchs de Ligue des Nations. Il y a eu donc d'abord contre l'Italie le partage 2-2, puis contre la France ici à Bruxelles, défaite 1-2. Rapidement, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette équipe belge? Si on s'en tient au dernier match, je pense qu'ils méritaient mieux que la défaite. Bon, c'était peut-être leur meilleur match ou le match un peu le plus logique depuis longtemps. Maintenant, il y a le problème de l'entraîneur. Ouais, Tedesco n'est peut-être plus l'homme de la situation. Moi, je ne pense pas, non. Déjà, après la Coupe d'Europe, je pense qu'il fallait arrêter la collaboration avec lui. Il n'a pas été en mesure de donner des impulsions au groupe, sans vouloir parler directement de ses choix tactiques. Mais voilà, l'état d'esprit qui était absent au championnat d'Europe, ça, c'est la responsabilité de l'entraîneur. Et rien que sur cette base-là, pour moi, j'ai plus confiance en lui, quoi. Donc, pour moi, il faut changer, mais voilà, c'est pas à moi de décider. C'est ça. Pascal, Tedesco, il a perdu du crédit. C'était compliqué de redonner confiance à l'entraîneur par rapport au public, par rapport aux médias. Les joueurs, ils vont jamais trop dire parce que sinon, après, ils se mettent une balle dans le pied, bien entendu. Mais la rotation qu'on effectue, les choix de sélection, tout devient critiquable et sujet à la polémique. Donc là, c'est compliqué quand tu es coach de gérer ça. Surtout, on sort d'une belle période avec la génération entre guillemets dorée. Donc le public attend plus qu'avant. Et donc là, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il reste encore 2 matchs cette saison. 14 novembre, Belgique-Italie. Et puis Israël-Belgique, 17 novembre, toujours dans cette Ligue des Nations. Allez, continuons à voyager et on repasse par le Qatar, retrouver Julien Dessart. On n'a pas encore vraiment parlé de sa situation sportive puisqu'il a été transféré à Al Rayyan. Il a quitté la Gantoise fin juillet dans ce championnat du Qatar, un contrat de 3 ans. Et il a commencé évidemment au championnat et les différentes compétitions là-bas. On lui a demandé un peu ses premières impressions sur le niveau notamment du championnat. On va l'écouter. Dans chaque équipe, vous avez 2-3 stars vraiment. Vous avez Marco Verratti, vous avez Julian Draxler et j'en passe. Donc c'est vraiment des joueurs de qualité
internationales, voire mondiales, et qui sont au-dessus du lot ici. Donc, ouais, le niveau en général est bon quand même. Je dirais quand même que peut-être au niveau physique, c'est moindre qu'en Europe. Mais au niveau qualité et intensité, on est vraiment pas loin de l'Europe. En signant ici, je savais qu'on allait jouer la Ligue des champions asiatique, donc ça a aussi été un argument. Et quand le calendrier est tombé, ben, on est tombé avec les trois équipes d'Arabie Saoudite, que ce soit Al Hilal, Al Nasser et Al Ahly. Donc, c'est les trois géants d'Asie un peu. Donc, ouais, bah, contre Al Hilal, ça a été un super match à la maison aussi, avec 30 000 personnes dans un stade et un super niveau sur le terrain. Je pense que ça avait le niveau d'un match de Ligue des champions européenne. Donc, pour moi, c'était magnifique. Et puis, forcément, le match à Al Nasser contre Cristiano Ronaldo, contre Mané, ça a été ouais, dans la même lignée, quoi. C'était un peu un rêve éveillé pour moi de me retrouver à cette place-là et avec des joueurs comme ça. Donc, ça a été beaucoup de plaisir, c'est d'en profiter un maximum. Au niveau de la vie, c'est un pur bonheur ici. On a la météo en plus qui est extraordinaire. On peut profiter des extérieurs. Donc, et les enfants aussi sont souvent dehors. Donc, c'est vraiment une qualité de vie qui est exceptionnelle. Et voilà, maintenant, c'est au niveau du foot, faut que ça suive et que les résultats suivent aussi. Mais très heureux en tout cas de notre choix jusque maintenant. Vous allez parfois sur place? Oui, j'y suis déjà allé pour son premier match. Hein, j'étais allé. Ouais. Alors, pour terminer, on fait le grand écart. Hein. On était au Qatar, mais on revient vraiment dans la région avec notre traditionnel top but des dernières semaines. Voilà, encore des perles ces dernières semaines sur nos terrains et des tirs à la Jean-François Dessart, presque. Voilà, messieurs. Ben, merci, Pascal, d'avoir été avec nous une fois de plus. Ça fait plaisir de revoir mon ami Jean-François. Vraiment. Voilà. Jean-François, ben, c'était une très bonne émission. Merci pour toutes vos révélations. On s'est vraiment tout dit une fois de plus ici. Merci pour votre invitation, c'est très agréable. On vous donne rendez-vous, Pascal, le mois prochain, quand même. Tu seras là aussi. Bien sûr, on va nous amener un invité encore très agréable. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. On ne dit rien. Passez une excellente fin de soirée. Merci d'avoir suivi On se dit tout sur 4. À bientôt.